Bienvenue sur Fréquence Jeune Nation, l'émission qui porte la voix d'une jeunesse enracinée, lucide et prête à tout reconstruire. Ici, pas de compromission ni de soumission, la voix d'une jeunesse radicale. Lorsque le système tombera, nous serons là pour rebâtir sur les solides fondations de la nouvelle révolution nationale. Chaque semaine, des débats tranchants, des analyses sans filtre, des invités qui osent dire ce que d'autres taisent. Si vous en avez assez du mensonge, du renoncement, de la soumission, et que vous croyez à la force de la vérité, du courage et de l'identité, alors cette émission est la vôtre. Fréquence Jeune Nation, c'est plus qu'une radio, c'est un point de ralliement. Connectez-vous, montez le son et entrez dans la lutte. Amis nationalistes, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence Jeune Nation, l'émission des jeunes nationalistes. Aujourd'hui, je suis en présence de deux camarades que vous commencez peut-être à connaître, Koba et Bruce. Bonjour Koba. Bonjour Hilda, bonjour aux auditeurs, j'espère que vous allez bien en dépit de cette forte canicule. Et je suis donc en compagnie de Bruce. Bonjour Bruce. Bonjour Hilda et bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, on a un invité spécial qui n'est autre que Elliot Bertin. Bonjour Elliot. Bonjour aux auditeurs et merci de votre écoute. Alors, nous sommes ravis de le recevoir aujourd'hui sur notre émission. On va du coup lui poser quelques questions, revenir un petit peu sur son parcours, sur certaines actualités récentes sur lesquelles il aura probablement des choses à nous dire. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, Elliot, je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours militant, nous faire un petit historique de vos débuts dans le militantisme jusqu'à aujourd'hui? Ok, très bien. Alors moi, j'ai commencé mon engagement militant sur Lyon fin 2014. C'était peu après la dissolution de l'œuvre française et des jeunesses nationalistes suite à l'affaire Méric. Et suite à la dissolution de l'œuvre française, le mouvement s'était reconstitué en un certain nombre de structures locales avec Lyon nationaliste, Nice nationaliste, Lorraine nationaliste à l'époque, ça dans un certain nombre de grandes villes. Et du coup, moi, j'arrive du coup à ce moment-là, je rencontre entre autres Yvan Benedetti et je décide de rejoindre le mouvement qui se reconstituera sur le plan national avec la refondation d'un ancien mouvement, le Parti nationaliste français. Ça jusqu'en 2017, où en fait je vais quitter le Parti nationaliste français pour un autre mouvement nouvellement né, en l'occurrence le Bastion social. Bon, je pense que la plupart des auditeurs ne seront pas étrangers à ce nom-là, mais pour résumer simplement la naissance du mouvement, le Bastion social est né de l'occupation d'un bâtiment vide qui était situé rue du Port du Temple dans le 2e arrondissement de Lyon, donc le centre-ville, par des militants du GUD qui, en réponse aux nombreux squats tenus par des militants immigrationnistes pour les qualifier, qui ouvraient du coup ces lieux-là pour accueillir des clandestins. L'idée du coup, sur effectivement le modèle de la très célèbre Casa Pound, était d'avoir un lieu qui puisse accueillir les Français sans domicile fixe. Et donc de là est effectivement le Bastion social qui va essaimer des sections dans plusieurs grandes villes de France. Et moi, je rejoins le mouvement peu après sa naissance, jusqu'à sa dissolution en 2019, pendant le premier quinquennat Macron et juste après la crise des Gilets jaunes. Cette crise, d'ailleurs, ayant entraîné la dissolution du mouvement parce que le gouvernement Macron nous reprochait directement d'avoir pris part et alimenté ce mouvement insurrectionnel, notamment lors des émeutes parisiennes. Et comme tel était le cas pour l'œuvre française quelques années plus tôt, le mouvement va alors du coup se reconstituer dans une myriade d'organisations locales, Tennissoun, Aix-en-Provence, Vendeste à Strasbourg. Et en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que la section lyonnaise du Bastion social va se séparer en 2 entités locales distinctes, Audace Lyon et Lyon Populaire, dont je vais participer à la fondation.
et qui va durer du coup 6 ans jusqu'en 2025 suite à notre actuelle dissolution. D'accord, merci. Alors c'est intéressant justement que tu reviennes sur tout ce parcours, puisque tu nous as parlé de plusieurs dissolutions, notamment celle du Bastion social et avant celle-ci, celle de l'œuvre française. Ça m'amène assez naturellement finalement à la deuxième question, sur laquelle je voudrais te faire développer un petit peu. Évidemment, sans doute, c'est la question de la dissolution de Lyon Populaire. Moi, je vais avoir plusieurs questions à ce sujet. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer les raisons de cette dissolution et la réaction que vous avez eue par rapport à celle-ci, et notamment votre choix de ne pas faire appel de la décision? Bon, alors, pour ce qui est déjà des raisons de la dissolution, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même, il ne faut pas s'inventer, on va dire, de légendes à ce niveau-là. C'est-à-dire que, selon moi, pourquoi Bruno Retailleau a pris la décision de nous dissoudre, c'est uniquement pour des raisons de stratégie de communication et de politique politicienne. C'est-à-dire que Bruno Retailleau semble avoir des ambitions présidentielles en ce qui concerne l'échéance de 2027. Il va, alors je ne sais plus s'il l'a annoncé, mais il me semble qu'il a annoncé sa prochaine candidature du coup pour l'élection présidentielle. Et la dissolution de Lyon Populaire arrive en même temps que 2 autres dissolutions, celle de la Jeune Garde et celle du collectif Urgence Palestine. Et bon, du coup, il y a une stratégie de communication qui est très claire derrière ces 3 dissolutions. C'est de, entre guillemets, faire preuve d'autorité envers 3 tendances politiques différentes, la tendance nationaliste, la tendance antifasciste et la tendance pseudo-islamiste, parce que bon, elle est compliquée à définir politiquement cette mouvance-là, mais en tout cas, dans l'esprit de Bruno Retailleau, c'est de cette façon-là qu'il amène les choses. C'est bon, on dissout une organisation pro-palestinienne parce qu'il faut taper sur les islamistes. Ce sont ses propres mots. Donc, après, pourquoi Lyon Populaire ? Tout simplement parce que, voilà, et je pense qu'il cherchait une organisation nationaliste à dissoudre et que actuellement, on était parmi un certain nombre d'organisations locales, une des plus développées parce qu'une des plus anciennes. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres raisons à cela. Oui, moi je rebondirai rapidement. C'est vrai qu'à chaque dissolution, on voit souvent un ministre de l'Intérieur qui a des ambitions. C'était déjà le cas en 2013 au moment de l'œuvre française. C'était Manuel Valls qui avait quelques ambitions qui n'ont pas mené bien loin, sinon à chier à se présenter à des mairies en Espagne. Et bon, ça a mal tourné pour lui. Mais c'est déjà pour un peu satisfaire ses ambitions qu'il avait notamment dissous l'œuvre française. Il l'avait défini comme la matrice de l'extrême droite. Et justement, dissoudre un groupe d'extrême droite, ça le mettait en position de ministre autoritaire, de ministre qui prend ses responsabilités. Donc à l'époque, ça a été l'œuvre française, puisque c'était le mouvement important un peu au moment notamment du mariage pour tous, etc. Aujourd'hui, c'est la même chose. On a Bruno Retailleau qui a certainement quelques ambitions et qui donc décide de dissoudre quelques structures. Après, pourquoi Lyon Populaire ? Moi, j'ai un peu mon avis. Je pense que justement, Lyon Populaire était déjà un peu menacé de dissolution. Il était un peu dans le viseur déjà. Et précisément, c'est parce qu'il était dans le viseur que c'est tombé sur lui. Après, pourquoi il était dans le viseur ? Précisément parce que c'était un groupe local qui faisait un gros travail de terrain, je pense. Je pense que Lyon Populaire, c'était pas une pensée, c'était ce qui était. Lyon Populaire était la principale structure à Lyon, la principale structure militante nationaliste à Lyon, donc c'était une structure importante dans ce cadre-là. Et donc naturellement, c'est tombé sur cette structure-là, ça aurait pu tomber sur une autre, mais je pense que si ça a été dissous, c'est bien parce que Lyon Populaire faisait un travail de terrain important. Et après, voilà, à cause de ce travail de terrain important, à cause de l'ambition d'un ministre de l'Intérieur, on est arrivé sur une dissolution. Oui, c'est sûrement pour ça. Et on aura l'occasion de revenir un petit peu après au cours de l'émission sur tout le travail justement qu'a effectué Lyon Populaire. Mais du coup, la deuxième question que je voulais poser, c'était pourquoi est-ce que le choix a été fait de ne pas contester la décision de dissolution, ce qui aurait pu être le cas. Est-ce que ce serait possible de nous apporter une explication sur cette décision-là ? Ouais, bah en fait, elle est assez simple. C'est juste que nous avons considéré que le jeu n'en valait pas la chandelle parce que on avait eu un précédent d'une organisation nationaliste locale qui avait tenté de
de faire sauter sa dissolution devant le Conseil d'État, c'était l'Alvarium à Angers, fondé par Jean-Luc Gana, et eux avaient perdu devant le Conseil d'État, parce que le problème étant, si aujourd'hui toutes les tendances politiques semblent être potentiellement menacées de mesures de dissolution, on a quand même une mouvance nationaliste qui, aux yeux des institutions républicaines, paraît bien plus menaçante et du coup est bien plus difficilement défendable d'un point de vue du droit que des organisations écologistes comme les Soulèvements de la Terre. Alors, au moment de la dissolution, du recours contre la dissolution de l'Alvarium, on avait aussi eu du coup le groupe antifasciste Lyon et Environ, le GAL, qui avait aussi tenté un recours devant le Conseil d'État. Eux, de leur côté aussi, le Conseil d'État avait donné raison au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Mais du coup, voilà, étant donné que pour l'Alvarium, le Conseil d'État avait donné raison au ministre de l'Intérieur, on a considéré que les chances nous concernant étaient trop maigres pour se lancer dans un recours, parce que le recours, bon, il y a l'aspect administratif, mais il y a aussi l'aspect financier, parce que ça coûte quand même de l'argent, des frais d'avocat, et si vous voulez, en fait, on a pris en compte aussi le contexte politique, parce que les dissolutions administratives de mouvements politiques, c'était quand même quelque chose d'assez rare il y a 10, 15, 20 ans. On avait, en groupe précédent un peu historique, on avait eu Unité Radicale en 2002, j'espère ne pas me tromper avec 2004, mais il me semble que c'était 2002, suite à la tentative d'assassinat par Maxime Brunery de Jacques Chirac. Donc bon, il avait quand même fallu un attentat de cette envergure-là pour causer une dissolution. On avait eu ensuite l'Œuvre française, les Jeunesses nationalistes, avec aussi également, il ne faut pas l'oublier, Troisième Voie et les JNR, au moment effectivement de l'affaire Méric, mais bon, je pense qu'il fallait le prendre aussi dans le contexte des manifs pour tous, où on avait quand même un gouvernement Hollande qui se sentait très menacé par les manifestations de rue contre le mariage homosexuel. Mais ce qui a changé depuis cette période-là, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017, c'est que les dissolutions sont devenues choses courantes. Et pour absolument tout et n'importe quoi, on n'a pas besoin d'avoir des manifestations de masse ou des projets d'attentats pour avoir des dissolutions. Et là-dessus, on avait eu un article assez intéressant qui était paru sur un média qui n'est pas franchement un média ami, le média Street Press, où justement il donnait la parole à un agent du renseignement qui expliquait là-dessus le renversement des méthodes, des relations entre les services de renseignement et le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, à une époque, c'était les services de renseignement qui, lorsqu'ils identifiaient une menace potentielle pour l'ordre public ou pour la sûreté de l'État, faisaient remonter l'information au ministre de l'Intérieur, et à ce moment-là, potentiellement, le ministre de l'Intérieur prenait acte et engageait une procédure de dissolution. Sauf qu'aujourd'hui, ce rapport-là, il s'est inversé. C'est-à-dire que c'est le ministre de l'Intérieur qui décide d'enclencher une dissolution, très souvent pour des raisons de communication, et qui demande à ses services de renseignement de trouver des motifs valables pour engager cette dissolution-là. Donc, étant donné en fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut être dissous pour à peu près tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que même au niveau des formes d'organisation, que l'on soit une petite organisation activiste, même pas déposée en préfecture, donc d'un point de vue légal, un groupement de faits, que l'on soit un syndicat, que l'on soit un parti, comme l'était Civitas, que l'on soit un média ou alors une école de formation comme l'est Academia Christiana, on peut être menacé de la même façon de dissolution, y compris même qu'elle est au niveau de la ligne idéologique et de la communication qu'on adopte. Parce qu'à la limite, une organisation activiste nationaliste révolutionnaire, bon, on a des arguments en faveur de la dissolution qui peuvent s'entendre, effectivement, au niveau, d'un point de vue légal, je parle, mais au niveau, effectivement, des appels à la violence, du recours à la violence potentielle, ça, à la limite, c'est entendable. Mais en ce qui concerne, par exemple, la dissolution de Civitas,
en plus causée par les propos d'un intervenant extérieur, en l'occurrence à l'époque Pierre Hilard. Je veux dire, là, d'un point de vue du droit, c'est complètement hallucinant. Mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est menacé. Et nous considérons aujourd'hui qu'il faut prendre acte de cette menace permanente et s'organiser différemment. Avec du coup des structures peut-être plus clandestines qui permettent de faire un travail de fond qui n'a pas besoin d'être exposé en public, et ensuite des organisations entre guillemets écrans qui peuvent être dissoutes sans que ça pose problème en termes d'organisation interne. Oui, merci beaucoup. Alors du coup, ça m'amène à une autre question. Comment est-ce que du coup tu envisages la suite pour toi de ton côté personnel, et qu'est-ce que ça signifie pour les militants de Lyon Populaire concrètement? Quelle va être la suite pour eux sur le terrain? Est-ce qu'il y a des choses qui sont envisagées sur le secteur de Lyon? Alors, je ne peux pas non plus trop en annoncer publiquement, parce que le problème de la dissolution, ce n'est pas tant la dissolution en tant que telle, mais c'est surtout les procédures de reconstitution de ligue dissoute. Ça, par contre, c'est très problématique, parce que du coup, quand bien même la dissolution, la reconstitution n'est pas prouvée d'un point de vue légal devant un tribunal, il n'empêche que il peut y avoir des procédures qui sont lancées et qui du coup engendrent des gardes à vue, des contrôles judiciaires, voire potentiellement des incarcérations, même si ça reste très rare. Donc là-dessus, c'est un peu plus problématique. Donc moi, je suis limité dans ce que je peux en dire. Cependant, ce que je peux dire, c'est que selon moi, la meilleure stratégie à adopter pour les temps qui viennent, c'est une stratégie un petit peu de l'hydre, pour donner une image, qui serait celle en fait de démultiplier les organisations, les structures, quelle que soit l'échelle, locale, nationale, régionale, pourquoi pas. Et en ce sens, justement, parasiter en fait les services de l'État, dans le sens où une association, par exemple, à déposer en préfecture, ça prend environ, quand c'est rapide, 3 semaines, 2, 3 semaines, 1 mois. Mais bon, ça reste quand même assez rapide. Des comptes sur les réseaux sociaux, ça prend quelques heures. Cependant, une procédure de dissolution, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc en fait, techniquement, lorsqu'une procédure de dissolution est lancée, on a le temps de créer 1, 2, 3, voire plus autres organisations avant même que cette procédure de dissolution ait été lancée. Donc selon moi, je pense que si l'on veut se protéger des dissolutions, alors on ne peut pas le faire de façon intégrale, parce que tout le monde est peut-être visé. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est démultiplier les structures et de cette façon-là, se protéger des procédures pour reconstitution de ligue dissoute. Ouais, ce que tu proposes en somme, c'était un peu ce que voulait Trotsky, c'est-à-dire une espèce de révolution permanente par capillarité, par une multitude de tissus associatifs un peu. C'est un peu ça l'idée, Voilà. non? Si je te suis, ouais. C'est exactement ça, c'est avoir une nébuleuse qui marche séparément mais frappe ensemble. Voilà. Oui, l'idée est très intéressante. Ce qu'il faut souligner, c'est quand même l'idée qu'une dissolution, ça peut avoir un impact, parce que nos auteurs se disent, oui, c'est très bien, ils vont continuer. Oui, c'est vrai, moi je crois complètement que le travail nationaliste sur Lyon va continuer, notamment grâce au travail qu'a fourni Elliott avec Lyon Populaire, qu'il y aura des solutions et que le travail de terrain va continuer. Après, il faut bien que nos auditeurs comprennent qu'une dissolution, ça a quand même un impact sur l'activité de terrain. Ça veut dire souvent, c'est des fermetures de comptes. Donc, quand on n'a plus de comptes, c'est compliqué après d'organiser. Si l'argent était sur les comptes, c'est la fermeture des comptes. Ça peut être compliqué d'organiser des événements. Si on n'a pas de compte, ça peut être compliqué de louer une salle pour organiser un événement. C'est tout un tas de choses comme ça qui peuvent devenir pénibles. C'est aussi le fait que si on va recommuniquer directement sur une action militante, je pense que si Elliott recommunique directement sur une action militante, il peut avoir des ennuis en effet judiciaire, notamment pour reconstitution de ligue dissoute. Donc c'est le fait que les principaux cadres de ces structures doivent parfois faire preuve d'un peu de discrétion
D'où l'intérêt d'ailleurs d'éviter Elliott, parce que ça lui permet de parler, justement, et de faire un peu de pub, alors même qu'il est dissous. Donc, cette dissolution peut aussi avoir des avantages. Donc, c'est tout ça. Et le deuxième risque que je pense, c'est en effet qu'une démobilisation des militants, c'est ce qu'il faut bien faire comprendre à nos militants quand ils rentrent dans nos structures aujourd'hui, c'est que à tout moment, notre structure peut être frappée de dissolution. Aujourd'hui, les dissolutions sont monnaie courante. C'est vrai que Elliott l'a souligné, à l'époque, il fallait des faits importants. En 2002, pour Unité radicale, c'était une tentative d'assassinat. En 2013, il y avait quand même eu la mort de Clément Méric qui avait été monté en épingle par les médias, mais il y avait quand même toute une préparation médiatique avant la dissolution. Aujourd'hui, on dissout des groupes que beaucoup ne connaissent pas dans la population et qu'une large partie de notre peuple ne connaît pas, et sans même qu'on ait eu besoin de monter une affaire en épingle. Il n'y a pas eu d'affaire majeure qui explique la dissolution non populaire, d'affaires majeures, comme il y a eu pour Clément Méric ou autre. Donc c'est vraiment faire comprendre à nos militants, quand ils rentrent dans nos structures, qu'à tout moment, notre structure peut être dissoute et que ce n'est pas un motif d'arrêter le travail de terrain. C'est un peu ça, pour pas que les militants se démobilisent au gré des dissolutions, et qu'au contraire, malgré les dissolutions, ils s'investissent davantage pour justement maintenir l'effort sur le terrain, maintenir le travail de fond à travers justement un ensemble de tissus associatifs ou autres qui permettent justement d'éviter la démobilisation des militants, qui est un risque important, parce que si un militant se démobilise, après parfois ça peut être compliqué dans une ville de remonter un peu un groupe local ou autre. Si je peux me permettre de répondre, effectivement, en fait, le problème des dissolutions, c'est que en interne, elle n'aura pas les mêmes conséquences selon la structure et selon l'anticipation qu'aura produit cette organisation-là. C'est-à-dire que nous, par exemple, la stratégie un peu de l'hydre que j'ai évoquée, en vérité, à Lyon, ça fait longtemps qu'on l'a mis en place. C'est-à-dire que nous, Lyon Populaire, on ne l'a jamais déposé en préfecture, on était donc un groupement de fait. Par contre, on a déposé un certain nombre d'associations, ce qu'on appelle les associations écrans, tenues par des militants qui ne sont pas mis en avant, qui ne sont pas médiatisés, avec des statuts, des raisons d'existence complètement différentes de ce que fait du travail réalisé par Lyon Populaire. Donc ces associations-là, elles, peuvent effectivement posséder des comptes bancaires, alors pas tenir, mais du coup louer des locaux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais fait l'erreur, par exemple, de tout centraliser au niveau de Lyon Populaire, c'est-à-dire d'avoir un local au nom de Lyon Populaire, d'avoir des comptes bancaires au niveau de Lyon Populaire. Ça, c'est sûr que, disons que nous, quand on a lancé cette organisation-là, on avait le recul, l'expérience et la maturité pour anticiper ce risque-là. Effectivement, le problème étant, c'est quand on voit des structures peut-être plus jeunes montées par des militants qui ont peu ou pas du tout d'expérience militante, qui ne sont pas encadrés par des gens qui ont un minimum de bouteilles, effectivement, ils vont commettre l'erreur de tout centraliser. Et dans ce cas-là, lorsqu'une dissolution tombe, ça fait très mal parce que, effectivement, sur la question de la démobilisation des militants, une organisation qui n'a pas anticipé sa dissolution, effectivement, va se retrouver dans une période d'inactivité totale. Et c'est là, effectivement, si ça dure plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est obligé que les militants les moins aguerris, les moins convaincus, les moins formés, ont tendance à disparaître dans la nature. Après, voilà, quand on a des organisations mieux préparées, plus anciennes, avec plus d'expérience, bon, la démobilisation est moins problématique parce que quand bien même on ne milite plus publiquement avec une organisation présentée, qui existe sur les réseaux sociaux, qui existe publiquement, rien n'empêche d'organiser des activités communautaires, des conférences, des formations internes, voilà, tout un tas d'activités qui permettent de garder les militants dans une dynamique militante. Oui, c'est vrai, et ça me fait penser justement à une autre question que je voulais te poser par rapport à la dynamique militante. Est-ce que tu penses justement que les dissolutions, ça pourrait aussi, au-delà de faire complètement retomber certains militants, voire de les perdre complètement, pousser certains à, je dirais, se reconvertir ou à se cantonner à un militantisme qui serait peut-être moins politique, plus centré sur des questions comme celle de l'identité
ou sur celle de l'enracinement, et je dirais à abandonner quelque part la lutte politique au sens premier du terme. Et est-ce que justement cette façon d'envisager le militantisme est problématique pour notre combat? Non, mais après, en fait, je pense qu'il faut voir en fait le militantisme politique comme étant quelque chose de très vaste, de très polymorphique, on va dire. C'est-à-dire que l'activisme, donc le militantisme de terrain, n'est qu'une facette du militantisme politique. C'est-à-dire, on peut avoir, par exemple, des gens qui font entre guillemets, je ne sais pas si le terme est le plus approprié, mais de l'électoralisme, c'est-à-dire du militantisme au sein d'un combat électoral, que ce soit au sein d'un parti de masse comme le RN, mais où ça peut être aussi dans un plus petit parti qui se focalise sur des élections locales. On peut avoir par exemple des gens qui sont investis dans un combat syndical, mais aussi dans un combat culturel, ce qu'on pourrait un peu qualifier de gramscisme, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit via un groupe de musique, que ce soit via l'organisation d'événements culturels, comme par exemple des solstices, des feux de la Saint-Jean. Là-dessus, on va dire, on a des militants, par exemple, je regarde souvent ce que font par exemple des militants du côté des soulèvements de la Terre ou d'Extinction Rebellion. Eux ont toute une dialectique de l'activisme culturel, et eux appellent ça le médiactivisme ou l'artivisme pour l'activisme artistique. Donc c'est intéressant parce que eux sont très créatifs sur justement les formes de militantisme qu'on peut développer. Mais en tout cas, nous, qu'on est des militants au sein de l'Union populaire qui se désengagent, en tout cas qui fassent évoluer leur militantisme du terrain vers d'autres choses, nous, on n'a rien contre, et même on a plutôt tendance à l'encourager en vérité. Hein. Bon, là-dessus, je ne peux pas trop en dire, mais on a un certain nombre de militants qui sont passés par chez nous, qui sont aujourd'hui engagés au sein de partis, au sein d'associations culturelles, de restauration de patrimoine, enfin voilà, dans tout un tas d'entités qui sont quand même assez lointaines de la nôtre, mais on a vraiment tendance à l'encourager parce que le militantisme de chacun doit aussi évoluer en fonction de notre statut social, de notre zone géographique, de nos responsabilités personnelles, qu'elles soient professionnelles ou familiales. Le tout, c'est de rester engagé toute sa vie. Ça, par contre, on est très clair là-dessus. Ça, c'est ce qu'on dit toujours à nos militants, c'est que l'engagement politique, le militantisme n'est pas, je ne sais pas, une mode qu'on adopte à un certain moment de notre vie pour se marrer avec les potes. Non, c'est quelque chose qu'on doit concevoir comme étant sacré. Ça doit rester tout au long de notre vie en se reniant le moins possible, en faisant le moins de concessions possible, même si c'est compliqué dans certaines situations, quand on est engagé, par exemple, dans un parti ou dans des élections, c'est souvent très complexe de garder une radicalité qui soit pure. Mais nous, là-dessus, voilà, qu'on ait des militants qui fassent autre chose de leur combat politique, on trouve ça très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, mais d'ailleurs, ça me fait penser aux thématiques que vous aviez abordées dans le cadre des forums de Lyon Populaire. Il y a eu 3 éditions, une sur l'implantation locale, une autre sur l'écologie, et celle de cette année, me semble-t-il, sur la justice sociale. Donc des thèmes assez variés. Est-ce que tu peux revenir un petit peu justement sur le choix de ces thèmes et je dirais un peu sur le travail accompli par Lyon Populaire sur le terrain pendant toutes ces années? Ouais, alors l'implantation locale, en fait, l'idée de ce premier gros événement que nous avions organisé, c'était justement en fait de proposer différentes formes de militantisme aux jeunes publics militants qui constituent nos réseaux lyonnais, mais aussi sur tout le territoire français. C'est-à-dire qu'en ce sens, par exemple, on avait un libraire qui venait du coup présenter en fait le commerce qu'il avait fondé du coup en Lorraine, la librairie Les Deux Cités à Nancy. On avait par exemple une élue locale du coup qui était elle du côté de la Loire, justement, qui venait expliquer comment
On peut être élu dans une ville moyenne au conseil municipal tout en étant, tout en gardant une intégrité politique forte, en expliquant qu'on n'avait absolument pas besoin de renier quoi que ce soit pour assurer un rôle d'élu de la République. On avait aussi, par exemple, un responsable d'un syndicat étudiant à la Cocarde qui venait aussi parler de l'engagement militant dans les facultés. Donc, pour résumer, le projet, c'était vraiment de présenter toutes les formes de militantisme qui peuvent être accessibles à des jeunes qui ont envie de s'engager. Après, effectivement, pour celui de l'année suivante, qui résonnait en fait avec une campagne qu'on avait lancée sur le sujet de l'écologie intégrale, parce que là aussi, on trouve que il y a quand même un gros manque de nos milieux de creuser dans le fond ces questions-là, pas juste de parler de l'écologie en surface, un peu comme un slogan. Après, l'événement s'était tenu dans un contexte très particulier parce qu'en fait, on avait eu juste avant une affaire qui avait eu pas mal de résonance médiatique. C'était entre guillemets, attaque d'une conférence du collectif 69 Palestine dans le Vieux-Lyon. Là-dessus, c'est compliqué. Je ne peux pas trop en dire plus publiquement parce qu'on a une enquête qui est toujours en cours d'instruction. Donc, par contre, c'est quelque chose dont il faudrait que l'on puisse s'exprimer publiquement une fois que l'affaire sera jugée, parce que forcément, on a un récit médiatique qui a été fait de cette affaire qui est en réalité bien différent de la réalité, et qui a entraîné une réponse là-dessus judiciaire et étatique complètement disproportionnée au vu des faits en vérité qui se sont déroulés ce jour-là. Mais en tout cas, le souci étant, c'est que ça a entraîné un certain nombre d'arrestations, de placements sous contrôle judiciaire et d'incarcération, notamment en ce qui me concerne. Donc l'événement s'était quand même tenu, mais avec une relative difficulté, dans un contexte très particulier, surtout que autant notre premier forum n'avait pas entraîné de réponse de la préfecture, c'est-à-dire qu'on n'avait pas eu d'arrêté à gérer, alors que pourtant on l'avait fait vraiment dans Lyon intramuros, en plus dans le quartier historique de la Croix-Rousse, qui est historiquement le quartier antifasciste de Lyon. Mais malgré cela, on n'avait pas eu de soucis avec les pouvoirs publics locaux pour cette date-là. Ça n'a pas été le cas pour le forum suivant. Et ensuite, pour le troisième forum, du coup, effectivement, celui de cette année sur la justice sociale, là, on a eu aussi effectivement une réponse préfectorale qui ne nous a pas empêché de tenir cependant notre forum, qui s'est très bien déroulé avec du coup un nombre de participants qui n'avait jamais été aussi élevé par rapport aux deux autres éditions. Donc on a été très content de pouvoir tenir cet événement, et surtout on avait quand même plutôt eu des assez bons retours. Donc on était assez satisfait de ces trois événements. Oui, j'ai pu participer seulement aux 2 derniers événements. Je n'ai pas pu faire le premier forum, mais j'ai pu participer aux 2 dernières éditions du forum. C'était des journées assez sympathiques, l'occasion de rencontrer de nouveaux camarades, des discussions intéressantes, des stands intéressants, des personnes et des intervenants aussi intéressants. Donc, c'était 2 journées très sympathiques avec des thèmes un peu variés, justement la justice sociale, l'écologie, des thèmes que justement les grands partis de masse dits de droite nationale n'abordent pas forcément tout le temps. C'est un peu d'ailleurs la caractéristique de Lyon Populaire, c'est qu'il aborde un certain nombre de sujets assez variés, et c'est que tout en faisant un activisme de rue, il y a aussi un travail de fond intéressant avec un certain nombre de livrets publiés, et un certain nombre de thèmes justement pour permettre entre camps de s'adapter, de donner une formation rapide aux militants. Donc quand même un travail assez complet derrière. D'ailleurs, ça c'est intéressant. À ce titre, je me permets de conseiller aux auditeurs de se procurer, si cela est toujours possible, bien sûr, les brochures de Lyon Populaire, du Cercle François Duprat, parce que c'est vraiment très bon pour les militants, pour les jeunes militants. C'est un format assez court, synthétique, et qui indique en fin de brochure la liste bibliographique pour poursuivre, pour approfondir ces sujets-là. Ça brosse un spectre de thématiques assez large, comme le transhumanisme, comme l'écologie, la question sociale, la question du nationalisme. Ça brosse pas mal de thématiques qui sont souvent peu abordées, comme l'a très bien dit Bruce, dans notre mouvance.
Et c'est bien dommage parce que justement, articuler ces différentes thématiques qui peuvent paraître contradictoires, par exemple comme le social et le national, ou par exemple des éléments comme la sécession et la reconquête, justement, c'est ce qu'on en souffre aujourd'hui. C'est qu'en fait, on assiste à des errements idéologiques dans notre mouvance qui nous font poser, par exemple, des choses qui ne s'opposent pas. Et par exemple, articuler la question sociale, la question populiste, si j'emploie employer ce terme, avec la question nationaliste, c'est l'un des enjeux de ce 21e siècle. Et du coup, je peux pas mettre conseiller aux auditeurs de se procurer les brochures de Lyon Populaire. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, justement, parce qu'il y a peut-être certains auditeurs qui ne connaissent pas, est-ce que, Elliot, tu peux nous parler un petit peu du cercle François Duprat? Parce que, bon, il y en a qui connaîtront, mais peut-être que certains ne connaissent pas, ça peut être intéressant qu'ils puissent entendre de quoi il s'agit. Oui, tout à fait. Alors, le cercle François Duprat, effectivement, c'est un cercle que nous avions lancé dans le but de former nos militants localement à Lyon. On l'avait baptisé François Duprat en référence au principal théoricien du nationalisme révolutionnaire, François Duprat. Bon, je pense que ce serait un peu long que je présente le personnage, son œuvre et sa vie, parce qu'on a d'autres thématiques à aborder. Mais en tout cas, effectivement, c'était un cercle à la base de conférences qu'on avait lancé, et qui du coup a évolué aussi vers la production de livrets de formation, parce que on avait essayé un petit peu de réfléchir à quels outils de formation nous pouvions développer pour parfaire la formation de nos militants, parce que bon, c'est vrai qu'on a quand même dans nos milieux un certain nombre de personnes qui ont produit par exemple des conseils de lecture, des listes de livres à lire. Bon, c'est très bien, mais le problème étant, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve face à des jeunes qui ont de plus en plus de difficultés à lire, notamment dû à la présence toujours en augmentation des écrans dans nos vies privées, dans l'espace public. Donc on a voilà, des jeunes qui ne se sentent pas de lire des pavés de 400, 500, 600 pages. Donc il fallait au niveau de la lecture proposer des formats qui soient beaucoup plus courts et synthétiques pour ne pas effrayer ceux qui avaient le plus de mal avec la lecture. Donc après, bon, on l'a fait de façon très humble, déjà aussi en rééditant un certain nombre de textes dont nous n'étions pas les auteurs, même si un certain nombre ont été rédigés par des militants. Il y a aussi pas mal de choses qu'on a repris, que ce soit des textes de nos milieux, de nos auteurs, mais aussi de mouvances entre guillemets ennemies, c'est-à-dire par exemple des livrets plus pratiques sur la garde à vue, la prison, la sécurité numérique, qui est un énorme problème aujourd'hui chez beaucoup de militants et qui va dans les années à venir, je pense, poser de gros problèmes aux organisations. Dans nos milieux, le travail de formation à ce niveau-là n'est pas suffisamment fait, alors que à l'inverse, ça fait des années qu'on a dans la mouvance dite autonome, qu'on pourrait qualifier d'anarchiste, des gens qui font un vrai travail sérieux et professionnel de formation sur les sujets de sécurité. Donc là-dessus, voilà, on n'avait rien à inventer, on avait juste à reprendre le travail qui avait été fait et à le proposer aux militants. Donc après, le cercle François Duprat, effectivement, c'est sous ce nom-là qu'on a organisé derrière le premier forum. Mais voilà, c'était avant tout un cercle qui devait former les militants lyonnais. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet qui est celui du manque de soutien, du manque de réaction, je dirais, dans une certaine partie, on va dire, de l'extrême droite au sens vraiment large du terme. Déjà, je voudrais te poser la question, Elliot, est-ce que d'autres personnes, structures, radios, journaux ou autres t'ont invité après la dissolution pour te permettre de t'exprimer à ce sujet, puisque moi je remarque qu'il y a eu que par exemple, bon évidemment ça peut paraître évident, mais le Rassemblement national évidemment n'a absolument pas parlé de la dissolution de l'Union populaire, pareil pour les grands partis
dits d'extrême droite, et même pour certains mouvements qui se sont félicités de la dissolution de la Jeune Garde. À l'inverse, ils n'ont cependant pas forcément parlé de Lyon populaire. Je pense notamment au mouvement, au groupe Némésis qui s'est félicité sur les réseaux justement de cette dissolution de la Jeune Garde, mais n'a pas du tout évoqué celle de Lyon populaire. Alors, quel est ton avis là-dessus? Et est-ce que peut-être je ne suis pas bien informée? Est-ce que d'autres personnes t'ont invité ou ont soutenu Lyon populaire dans cette affaire? Alors, on a quand même reçu quand même un certain nombre de soutiens officiels et officieux de la part de notre mouvement suite à la dissolution, notamment bien sûr des autres organisations locales amies avec qui on travaille depuis un certain nombre d'années. On a aussi, ça de manière plus anecdotique, été contacté par des journalistes plus mainstream qui souhaitaient avoir notre réponse médiatique suite à cette dissolution. J'étais notamment passé très rapidement sur le journal de midi de France 3 Région. Mais bon, au-delà de ça, effectivement, on n'a pas reçu un soutien politique exceptionnel, mais ça, non seulement on le comprend, et j'ai même envie de dire, je vais peut-être vous étonner, mais on l'encourage en un certain sens. Pourquoi? Parce que Lyon populaire, nous, on a toujours fait le choix d'assumer une grande radicalité politique. Bon, par exemple, pour reparler des livrets qu'on a édités, on a réédité des textes de Léon Degrelle, de Robert Brasillac, donc d'auteurs de Jacques Doriot également, donc d'auteurs qui sont considérés comme extrêmement sulfureux. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi cette radicalité? Parce que à Lyon, on est quand même dans un contexte où on a un certain nombre d'organisations de tendances politiques différentes au sein de notre camp, que ce soit la tendance identitaire, la tendance monarchiste, la tendance, on pourrait l'appeler nationale catholique, même si le terme est mal approprié, mais la tendance identitaire plus tournée vers le paganisme. Mais historiquement, on a un peu toutes les tendances politiques de notre famille qui sont représentées, et nous, on a fait le choix en ce sens de traiter des sujets parfois sulfureux et radicaux, parce que ça pouvait compléter les autres tendances qui existaient déjà à Lyon. Maintenant, à partir du moment où on s'engage dans une radicalité, je dirais pas extrême, mais en tout cas forte, c'est normal que des organisations qui ont d'autres vocations médiatiques et politiques ne puissent pas afficher un soutien. Alors, il est très facile, et on le fait énormément dans nos milieux, de tirer sur le Rassemblement national, mais faut avoir aussi un petit peu de mesure et d'humilité. Le Rassemblement national, c'est un parti qui a vocation à rassembler des millions d'électeurs. Je veux dire, mais ils n'ont aucun intérêt, et ce serait complètement stupide de leur part d'apporter du soutien à des organisations comme les nôtres. Je veux dire, après que ça nous fâche ou pas, que ça nous plaise ou non, qu'on souhaiterait que le Rassemblement national n'adopte pas telle ou telle position politique, ça c'est un autre sujet. Maintenant, je pense que eux ont leurs raisons. Leurs raisons sont avant tout fondées sur on va dire, la tendance majoritaire chez le Français moyen. Et nous, on ne s'attendait absolument pas à recevoir des soutiens importants, et on le comprend entièrement, et je pense qu'on aurait fait exactement la même chose à leur place. Oui, on peut constater que c'est une différence d'ailleurs assez ontologique, j'allais dire, entre la droite et la gauche, car par exemple, la gauche institutionnelle a une certaine tendance à avoir une tendresse pour sa gauche radicale, ce qui n'est pas le cas de notre camp avec le Rassemblement national et Reconquête, qui n'ont pas de tendresse envers le ultra-droite, par exemple. Ça, c'est un point d'opposition, par exemple, à souligner et à méditer. Oui, et moi je dirais un peu plus loin. Je ne serais pas tout à fait d'ailleurs du même avis qu'Eliott.
je pense que parfois, en tout cas pas forcément des partis plus institutionnels comme le Rassemblement national ou autre, mais des structures plus intermédiaires, ça veut dire entre nous, les radicaux, les révolutionnaires nationalistes et les structures plus institutionnelles, auraient intérêt notamment à plutôt prendre défense, si ce n'est pas notre défense en tant que telle, mais en tout cas à s'indigner peut-être un peu justement de cette absence de liberté, de cette répression à l'égard de nos structures. Je prendrai un exemple, c'est l'Italie où Meloni, justement, on lui avait posé une question. Moi, je n'ai pas beaucoup de respect pour Meloni, en tout cas, les auteurs le savent peut-être, ou j'apprends qu'ils le sauront. Je n'ai pas beaucoup de respect pour Meloni, je ne pense pas qu'elle est en train de résoudre le problème migratoire ni rien, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est quand même au pouvoir et qu'on lui avait demandé notamment, puisqu'il y avait un local de Casa Pound qui s'était installé dans une ville, etc. On lui avait demandé, puisque en fait, Frère Italie était un peu responsable, puisqu'il avait laissé faire dans la ville, on lui avait demandé si ça ne la dérangeait pas qu'il y ait un local de Casa Pound. Elle avait répondu simplement non, je préfère qu'il y ait un local de Casa Pound plutôt qu'un McDo. Et suite à cette réponse, en fait, la polémique avait immédiatement pris fin, puisqu'elle avait assumé sa position. Je préfère qu'il y ait un local de Casa Pound plutôt qu'un McDo. Je crois que c'est ça qu'elle avait dit à peu près, en somme toute. Je trouve cette position intéressante, puisque finalement, elle avait dit je ne suis pas forcément sur leur ligne, mais je préfère ça plutôt qu'autre chose. Et je pense que certains partis comme Reconquête, même le Rassemblement national, auraient peut-être intérêt à dire ça. Nous ne sommes pas forcément sur la ligne de l'Union populaire ou sur la ligne de ces structures radicales, mais nous préférons qu'elles puissent exister plutôt qu'un ministre de l'Intérieur puisse arbitrairement décider de dissoudre n'importe quelle structure. Et là où je serais aussi assez plus critique vis-à-vis de ces structures ou de structures plus intermédiaires, on a parlé de Némésis, Lida a parlé de Némésis, c'est souvent qu'ils se sont félicités pour la dissolution de la Jeune Garde. Or, la Jeune Garde, c'est ce groupe antifasciste notamment qui était présent sur Lyon, dont la seule vocation était précisément un peu l'agression des groupes nationalistes qui faisaient un travail sur le terrain. Et donc, ils se sont félicités par Bruno Retailleau de la dissolution de la Jeune Garde, mais souvent, ils n'ont pas mentionné la dissolution de l'Union populaire. Or, on pourrait dire un peu en caricaturant que s'il y avait la Jeune Garde, c'était uniquement pour emmerder l'Union populaire. C'est peut-être un peu trop simple, mais c'est une réalité. Les groupes antifascistes sont là uniquement pour embêter les groupes nationalistes. Donc souvent, ils se sont félicités de la dissolution par Bruno Retailleau de ce groupe antifasciste et n'ont même pas mentionné la dissolution de l'Union populaire. Ce qui fait que finalement, c'est notre propre camp parfois qui peut envoyer des fleurs à Bruno Retailleau en disant bravo, il a dissous l'extrême gauche. Regardez l'extrême gauche, ils font des agressions, etc. Ils sont antisémites ou autres. Finalement, ils ont envoyé des fleurs à Bruno Retailleau, ils ont dissous l'extrême gauche, sans se rendre compte qu'en réalité, Bruno Retailleau avait surtout dissous l'Union populaire et qu'au passage, il avait dissous l'extrême gauche. Voilà un peu ce que je voulais dire. Non, mais après il y a une chose qui est très claire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens au sein de notre famille politique qui font preuve d'une naïveté béate et franchement imbécile envers ce qu'on peut qualifier de bloc central, qui inclut notamment des gens des Républicains comme Bruno Retailleau, et qui ne comprennent pas en fait que les mesures répressives qui peuvent toucher des tendances ennemies, enfin en tout cas des organisations de tendance politique ennemie, en fait ça finit toujours par se retourner contre nous. Ce qui va toucher des mouvements comme les Soulèvements de la Terre ou comme la Jeune Garde antifasciste, ça va forcément nous toucher tôt ou tard. Donc effectivement, je pense que c'est pas très malin de le faire. Après bon, si Némésis considère opportun d'un point de vue médiatique de se réjouir de la dissolution de la Jeune Garde, bon, ça peut s'entendre. Effectivement, eux peuvent voir la chose comme étant une victoire politique, dans le sens où, pendant des années, et ça c'est vrai, quand on parlait de violence politique, il n'y avait que les nationalistes qui étaient visés. Aujourd'hui, même les grands médias les plus hostiles à nos idées sont obligés de reconnaître que les milices antifascistes recourent à la violence physique de façon parfois complètement illégitime et disproportionnée. Et là-dessus, on peut y voir une victoire politique, une victoire médiatique. Maintenant, effectivement, s'en réjouir en pensant que ça va freiner les milices antifascistes dans leur action et dans leur développement, c'est franchement faire preuve effectivement d'une naïveté légèrement imbécile. Merci beaucoup pour ce retour. Alors, pour terminer, puisque je vois que l'heure a tourné un petit peu, je voudrais qu'on aborde assez
rapidement, hein, finalement, la question actuelle du conflit entre Israël et la Palestine. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue, si tu en as un déjà un peu développé, sur cette question? Mon point de vue, c'est que ça, mine de rien, ça reste un sujet qui est très complexe et dont il faut, je pense, avoir beaucoup de nuances, qu'il faut éviter de tomber dans la caricature et surtout aussi avoir bien en tête que pour beaucoup de Français qui n'ont pas une culture politique et historique extrêmement développée, tout ça paraît très lointain et certes, nous, avec l'Union populaire, on a fait le choix effectivement de se prononcer sur la question et de prendre évidemment parti pour la Palestine parce qu'on considère que la Palestine est une nation colonisée, victime d'une entité impérialiste qui en plus a franchement des intérêts qui sont hostiles envers les intérêts français. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas tomber dans la surenchère, comme je vois certains le faire sur les réseaux sociaux, en faisant une question primordiale pour les nationalistes français. Bon, je pense qu'il est effectivement important de rester intègre sur nos positions à ce niveau-là. Et là-dessus, pour le coup, je dois dire que je ne comprends pas les prises de position du Rassemblement national en faveur d'un soutien indéfectible à Israël. Parce que là, pour le coup, même d'un point de vue électoral, je doute fortement que ce soit porteur politiquement. Parce qu'autant, oui, bon, j'aurais mal vu, on va dire, le Rassemblement national prendre parti de façon indéfectible pour la Palestine, même si jusqu'à tardivement, c'est-à-dire en 2017, on avait encore alors je ne sais plus quand est intervenu le passage du Front National au Rassemblement National, je crois que c'était quand même après 2017, mais en tout cas, on avait encore un Front National qui produisait des tracts en faveur de la création d'un État palestinien. Même Jordan Bardella, lui-même tracté en tant que jeune militant dans les rues de Seine-Saint-Denis en faveur de l'autodétermination palestinienne. Donc on a eu quand même un changement de cap qui a été très rapide suite au 7 octobre. Mais en tout cas, voilà, on ne pouvait effectivement que s'attendre à ce qu'ils ne prennent pas parti totalement pour le camp palestinien. Maintenant, effectivement, leur voir faire un virage à 180 degrés et aller faire des pèlerinages en Israël auprès de personnalités comme Meir Habib, moi, je trouve ça incompréhensible d'un point de vue électoral, parce que franchement, je pense que le Français moyen ne se sent pas plus concerné par le sort terrible des Palestiniens de la bande de Gaza que par Benyamin Netanyahou ou Meir Habib. Honnêtement, je ne le crois pas. Donc là-dessus, c'est vrai que je suis un peu étonné. Après, en ce qui concerne la nature du conflit, là où c'est un petit peu délicat, c'est que certes, je pense qu'il faut rester, comme je l'ai dit, intègre sur nos positions vis-à-vis de la Palestine. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention à ne pas non plus être associé aux masses extra-européennes présentes sur notre territoire qui effectivement manifestent chaque semaine en faveur de la Palestine, sans se rendre compte que chez nous, sur notre territoire, ce sont eux qui jouent le rôle du colon, de l'envahisseur, de l'Israélien. Le problème étant, c'est que ces manifestations, souvent pilotées par la France insoumise, ne peuvent que créer un sentiment, un rejet viscéral chez le Français moyen des problématiques de ces conflits au Moyen-Orient, et qu'il faut qu'on fasse très attention, qu'on soit très nuancé dans les positions que l'on tient publiquement. Oui, c'était l'intervention d'Eliott est très intéressante, je trouve. Déjà, ça lui a permis notamment de se dédouaner un peu, puisque l'Union populaire n'est pas forcément connu. Et quand on regarde un peu les articles de grands médias, souvent c'est justement cette affaire sur la Palestine qui revient avec cette soi-disant attaque. Donc là, ça permet aussi à Eliott de prononcer son point de vue et de montrer que l'Union populaire avait pris des positions plutôt favorables à la Palestine et hostiles
à l'entité sioniste, donc ça permet déjà à Elliott de montrer le vrai visage de l'Union populaire. J'ai trouvé aussi la question électorale avec le RN intéressante, puisqu'en effet, le RN aurait peut-être, plutôt que se soumettre en permanence aux ocages du système, intérêt électoralement à, ne serait-ce qu'à s'indigner un peu, ou du moins à être un peu critique vis-à-vis de l'action d'Israël, puisque ça lui permettrait de faire voir à la plus grande masse que malgré son refus de l'immigration, etc., il n'est pas forcément un parti bêtement raciste. Ça sera l'occasion aussi peut-être de faire ça, mais visiblement, il préfère prendre parti pour Israël. Donc, c'est même pas porteur électoralement. Je pense que c'est simplement une question de se soumettre aux ocages du système, alors que ce n'est même pas porteur, je pense, électoralement. Enfin, au début, pour le début du conflit, c'est-à-dire en 2022, aujourd'hui, c'est un peu différent, peut-être parce qu'en effet, à cause des manifestations de LFI, le français moyen, qui aurait d'ailleurs peut-être tendance à être plus favorable à la Palestine plutôt qu'à Israël, qui est quand même un État génocidaire, aujourd'hui, à cause de ces manifestations de LFI, il peut se montrer plutôt hostile à la Palestine et plutôt en faveur d'Israël, précisément à cause de ces manifestations d'ultra-gauche, de ces manifestations justement de LGBT ou autres qui prennent position pour la Palestine. Donc la tendance est peut-être un peu inversée sur le plan électoral aussi. Mais je trouvais les positions d'Elliott intéressantes. En effet, c'est une caractéristique d'ailleurs de tous les mouvements nationalistes révolutionnaires en Europe ou nationalistes radicaux en Europe, c'est qu'ils demeurent très critiques à l'égard de l'entité sioniste et qu'ils demeurent quand même sur la question israélo-palestinienne plutôt favorable à la Palestine, ou même sur la question du conflit plus actuel, ou du conflit déjà fini puisqu'il a duré seulement 12 jours entre l'Iran et Israël, plutôt favorable à l'Iran et plutôt aussi à Israël. Après, si je peux me permettre, c'est une question qui est compliquée parce qu'en fait, ce qu'on peut qualifier, pour reprendre un peu la terminologie de R, de nationalisme, pardon, c'est pas un phénomène qui est nouveau hein, dans notre famille politique. On a eu déjà dans les années 60-70, plus dans la tendance par exemple Europe Action, des gens qui défendaient la constitution d'un État israélien. Pourquoi ? Parce que justement, l'idée derrière, c'était de dire bon, bah, le peuple juif représente un peuple bien particulier qui ne sera jamais totalement français, allemand, européen, ce que vous voulez. Et donc, comme les autres peuples ont droit de disposer d'un territoire et d'un État, il est une bonne chose que le peuple juif se constitue en une nation au sein d'un territoire et avec un État. Et là-dessus, encore une fois, ce discours-là, je peux même l'entendre. Après, la problématique qui se pose, c'est où créer cet État-là, sur quel territoire, via quelle forme, dans quelles conditions. Mais en tout cas, voilà, le soutien politique en la faveur d'Israël, c'est pas quelque chose qui est très nouveau dans nos milieux, ça existait avant. Après, il y a eu aussi une autre tendance qui a été très prenante pendant un certain nombre d'années, c'était un peu le ni Israël ni Palestine, dit vulgairement, ni kippa ni kéfié, qui est peut-être, selon moi, la tendance électorale la plus facile à tenir. Mais maintenant, je pense qu'il me paraissait, en tout cas, il nous paraissait au niveau de l'Union populaire important aujourd'hui, en fait, de réaffirmer un soutien en faveur des luttes nationalistes arabes, que ce soit pour la Palestine, mais aussi le Liban, l'Iran, la Syrie. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le discours majoritaire que l'on entend au sein de notre famille politique, c'est pas franchement la ligne ni qui paniquifiée, c'est pas franchement non plus la ligne en faveur des peuples arabes. Hein. Très clairement, ce qui ressort des grands médias associés à notre camp politique comme CNews, soutenu par l'Empire Bolloré, c'est un soutien hystérique et indéfectible à Israël. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, on avait quand même un devoir de contrebalancer leur discours par des actions de terrain, par des affiches, que ce soit effectivement pour la Palestine, mais aussi en soutien au Hezbollah libanais. Et là-dessus, même si certains n'ont pas forcément compris qu'on s'engage autant sur ces questions-là, je pense que c'était important qu'on le fasse. D'ailleurs, je me permets de rappeler aux auditeurs que le conflit israélo-palestinien, même s'il nous paraît assez lointain et en même temps assez proche, car comme l'a dit Elliott, avec toutes les manifestations d'halogènes en faveur de la Palestine, c'est que le conflit israélo-palestinien, c'est aussi une boussole de recomposition idéologique du clivage gauche-droite en France, car pendant longtemps, le Front National a été diabolisé et attaqué par les associations de la LICRA, du CRIF et autres joyeusetés.
Et la gauche, justement, aujourd'hui, est diabolisée par, il ne tient pas en termes de politique internationale le cas d'Israël, dans antisionisme. Donc, en fait, on peut observer à ça de manière assez significative, en fait, ce basculement, en fait, du clivage gauche-droite, et on voit à quel point, en fait, finalement, le conflit israélo-palestinien, en fait, est de manière, finalement, pas de manière omniprésente en France dans le clivage et définit même de nouvelles polarités. C'est assez intéressant à souligner. Mais peut-être, si je peux me permettre, qu'en fait, on aurait aussi tout intérêt à faire évoluer aussi un petit peu la dialectique sur ces questions-là, et plutôt que de se positionner comme étant antisioniste ou contre l'État d'Israël, je pense qu'on aurait plutôt tout intérêt pour être mieux compris de la part des Français, à tourner la chose différemment, dans le sens de dire non, on n'est pas antisioniste ou anti-israélien, on est avant tout pour le droit des peuples à disposer d'une terre et à s'autodéterminer selon leurs traditions, leurs coutumes locales, que ce soit pour les Iraniens, les Libanais, les Syriens, les Palestiniens, et pourquoi pas aussi pour le peuple juif. Mais il ne faut pas que l'existence d'une nation juive conduise à la disparition et au massacre de toutes les autres nations environnantes. Oui, effectivement. Et oui, je pense que ce qui est important, c'est de garder en tête aussi qu'en tant que militant politique, ce qui doit nous intéresser, c'est l'intérêt de la France et de la France française. Eh bien, écoutez, on a fait un peu le tour, je pense, des sujets que je voulais qu'on aborde aujourd'hui. Je vais vous laisser chacun faire un petit mot de conclusion si vous le souhaitez. Et puis on en aura terminé pour aujourd'hui. Eh bien, je vais commencer, Hilda. Déjà, je remercie Eliott Bertin de nous avoir partagé son expérience, de nous avoir parlé un peu du travail qu'a fourni l'Union populaire, de nous avoir parlé un peu de cette répression et de cette dissolution. Moi, j'invite toutes les structures qui se sentent plutôt proches de nos idées à soutenir l'Union populaire et à pas avoir peur en permanence des dissolutions, puisque les dissolutions aujourd'hui peuvent frapper n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Si on voulait un peu. Et donc, justement, c'est pas parce qu'on va avoir une ligne plus propre, qu'on va pas aborder la question palestinienne ou autre, qu'on ne va pas être dissous. On peut très bien être dissous quand même. Donc, ne pas hésiter à faire preuve, quand on le peut, bien sûr, dans la mesure du possible, d'une certaine radicalité ou d'un certain courage politique au point de vue doctrinal. Ne pas hésiter aussi à faire preuve de soutien vis-à-vis de la répression. J'invite évidemment tous ceux qui sont dans le secteur de Lyon à prendre contact avec l'Union populaire pour voir un peu la suite, le travail de terrain, même si on peut plus faire dissous, après on peut peut-être contact avec Eliott ou avec des militants, pour justement permettre la continuité de ce travail de terrain, de ce travail de fond. Et puis voilà ce que je dirais aujourd'hui. Comme disait Pierre Sidos, deux bras et deux jambes ne sont jamais supérieurs à une tête. La formation intellectuelle et militante sera toujours aussi importante. Et je pense que Lyon Populaire a fait un vrai travail pendant des années avec le Cercle François Duprat, à travers non seulement ses conférences internes, mais aussi sur le plan de la formation humaine. Je pense que vraiment la formation d'un type humain dans ce qu'est le nationalisme, c'est vraiment important. Le nationalisme comme homme total, comme homme qui s'intéresse à tous les sujets, aussi bien l'écologie que la question sociale, que la question nationale. Tout ça, Lyon Populaire à essayer de le faire. Ils ont essuyé des échecs comme des réussites. Et moi, je pense qu'il faut prendre acte positivement de cet héritage de Lyon Populaire qui n'en est pas loin d'être à son premier souffle et qui va continuer encore pendant des années, pendant des siècles, jusqu'à ce que le nationalisme triomphe. Et merci Koba. Eliott, si tu veux conclure sur un petit mot, sur quelque chose, je te laisse prendre la parole. Oui, très bien. Alors, effectivement, si jamais il y a des auditeurs qui écoutent cette émission et qui vivent en région lyonnaise et sont isolés, voilà, aimeraient peut-être rencontrer des camarades, des personnes qui pensent comme nous, faut pas qu'ils hésitent à contacter sur les réseaux sociaux le Cercle François Duprat, qui lui, par contre, existe toujours, n'a pas été visé par la procédure de dissolution. Et puis, comme mot de la fin, j'encouragerais effectivement tous les auditeurs à s'engager politiquement et vraiment de n'importe quelle manière que ce soit,
Je rencontre souvent dans les milieux ou dans les gens qui peuvent nous contacter sur les réseaux sociaux, des gens qui voilà, sont intéressés par nos idées, aimeraient aider, mais ne se sentent pas de s'engager sur le terrain, de militer dans la rue, quelles que soient les raisons bonnes ou mauvaises. Parfois, on a des gens qui ont des responsabilités familiales, professionnelles, entrepreneuriales qui ne leur permettent pas de prendre les risques que d'autres comme moi peuvent prendre ou ont pu prendre dans leur vie. Ça, on peut l'entendre parfaitement. Il ne sera jamais question chez nous de juger le courage ou la lâcheté des personnes. Il y a pas de débat là-dessus. Seulement, voilà, je pense que chacun peut apporter sa pierre au grand édifice qui est le nationalisme français, en s'engageant selon ses moyens, selon ses talents qui lui sont propres. Certains savent jouer d'un instrument, certains savent peindre, dessiner, certains savent gérer une radio. Je pense que tous les talents peuvent être mis à la contribution de la cause. Donc voilà, c'est à chacun de trouver la façon qui lui convient le mieux de militer. Merci beaucoup, je te rejoins totalement sur ton mot de la fin. Je pense qu'il y a une place pour tout le monde dans le militantisme sous la forme qui lui conviendra le mieux, puisque, comme tu l'as très bien dit, le militantisme est finalement polymorphe. Il y a plein de façons de s'engager, il y a plein de façons de militer, de soutenir le combat. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci aux auditeurs d'avoir écouté. Merci à Elliot d'avoir accepté de venir sur notre émission. Je vous dis tous au revoir et à bientôt sur notre prochaine émission de Fréquence Jeunes Nation. N'oubliez pas, on est sur les réseaux sociaux, donc sur Telegram, on a un canal. Sur la chaîne YouTube de Jeunes Nation, vous pouvez retrouver nos émissions. Et enfin, pour ceux qui préfèrent, on est aussi présent sur Odyssée. Merci à tous et au revoir. Vous étiez à l'écoute de Fréquence Jeunes Nation, la voix des jeunes militants enracinés. Pour écouter toutes nos émissions et suivre nos communiqués, rejoignez notre canal Telegram officiel, @Fréquence Jeunes Nation. À partir de ce canal, vous pourrez également rejoindre notre groupe de discussion où vous pourrez laisser vos messages vocaux, questions, suggestions, critiques bienveillantes. Certains messages seront sélectionnés pour passer à l'antenne et nos militants y répondront dans les prochaines émissions. Faites entendre votre voix, participez. Engagez-vous. À très bientôt sur Fréquence Jeunes Nation.